Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du Club Management qui va être donc animé par Tony et Benjamin sur les fondamentaux du management à distance. Donc juste quelques mots pour vous rappeler que pendant cette période qui reste toujours très compliquée, nous proposons évidemment une animation toujours en distanciel. Donc vous avez dû recevoir hier l'agenda de nos prochaines animations. Le mois d'avril est riche, très riche, puisque nous attaquons le mois d'avril par un Smart Business, donc le 6 avril. Le 8 avril, un club performance commerciale sur comment être sympathique en 20 secondes, on va dire, comment apprendre à se connaître et détecter aussi les comportements chez l'autre. Voilà. Le prochain club management, alors j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Catherine Stromayer, puisque c'est elle qui l'animera le 20 avril prochain sur le thème la nouvelle stratégie de la gestion du temps. Et pour cela, elle sera accompagnée du président et cofondateur de SoftKills. Voilà. Une nouveauté également à l'UPE13, un nouveau rendez-vous juridique que nous allons vous proposer tous les 2 mois. Alors, je vous invite vraiment à y assister. Il sera animé donc par nos juristes. Vous allez avoir droit pendant ce webinaire à un décryptage de l'actualité sociale. On va la sélectionner pour vous, on va la décrypter. Vous allez pouvoir également poser vos questions. Donc, ce premier rendez-vous aura lieu le 15 avril à 11h30. Donc, vous retrouverez bien entendu l'ensemble de tous nos rendez-vous sur l'agenda des animations, sur également le site de l'UPE13, rubrique agenda. Voilà, n'hésitez pas également pendant cette période à nous solliciter si vous avez une interrogation au niveau de votre structure, etc., un besoin de recrutement, peu importe vos interrogations, rapprochez-vous de nos juristes. Ils sont joignables soit par téléphone au 04 88 66 88 66, soit par mail, par mail à l'adresse suivante conseil@upe13.com. Voilà. Donc, toute l'équipe est mobilisée, toujours à vos côtés. J'en profite aussi pour vous signaler que Céline Gilly, qui est sur le territoire de Salon, participe également à la visio. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous des chargés de relations entreprises qui sont sur tout le territoire et participez également à nos fils WhatsApp où vous aurez en continu l'actualité de l'UPE13. Voilà, et je vous souhaite un très bon webinaire. Vous êtes dans de bonnes mains, dans les mains de Tony et de Benjamin. Voilà. Merci. À toi, Tony. Je vais débrancher, je vais mettre mon micro, ce sera mieux. Mais écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir avec Benjamin. Merci Sylvie, merci Céline pour l'organisation de ce webinaire, cet atelier, ce club management 100% à distance, comme maintenant depuis 1 an déjà. On fête les 1 an du club à distance pour le coup. On vous parle aujourd'hui du management à distance, comment manager des équipes à distance. Alors on parlera du multisite ou des télétravailleurs, mais pas que des télétravailleurs, puisque c'est un des enjeux de la période actuelle qui se prolonge. Comment manager des équipes à distance. Donc les principes de fonctionnement, je les rappelle, voilà, on vous sollicitera. Mais voilà, essayez de profiter de ce temps d'échange en étant pleinement présent, voilà, que vous puissiez partager aussi vos expériences, être à l'écoute de ce qu'on va échanger avec vous. Pensez à bien couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Voilà. Et on vous propose au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur les sujets qu'on aborde. On aura Frédéric Nesta qui nous fera un témoignage sur son management à distance dans l'actuel, dans quelques minutes. Merci d'avoir répondu favorablement à notre demande. Je le rappelle pour ceux qui sont arrivés peut-être un petit peu après, je vous propose, on va faire une interaction sur Klaxoon, je le remets à l'écran. Je vous propose de vous connecter sur Klaxoon, on utilisera dans quelques minutes. Donc, alors on l'a mis dans le chat, le lien, vous l'avez dans le chat, ou vous pouvez scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Voilà. Et si vous êtes sur la page Klaxoon et qui vous demande le code, c'est celui qui est à votre gauche, là, PZYXAQS.
Voilà. Après, s'il y a des soucis de connexion, c'est pas un problème. On gérera sans le klaxon pour pas être pollué, parce qu'on a un temps court. Voilà. Donc, les objectifs de ce club management, pour parler du management à distance, voilà, c'est de comprendre les enjeux du management à distance. Donc, on va les partager avec vous. Qu'est-ce qu'il faudra adapter dans son management? Quels sont les leviers? Et puis, on va identifier ce qu'on a appelé, nous, les 10 bonnes pratiques du manager à distance. Voilà, comment on peut, sur quoi est-ce qu'il faut, quels sont les leviers, finalement, du management à distance? Alors, tout d'abord, je vous propose, pour démarrer, une première question. J'aimerais savoir quel manager à distance vous êtes. Et pour cela, je vous propose les images suivantes et je vous propose d'en choisir une qui vous représente en tant que manager à distance. Donc, je vous propose de le noter dans le chat, le numéro de l'image que vous choisissez. Et pour l'un ou l'autre, je vous demanderai pourquoi vous avez choisi cette image-là. Voilà, donc choisissez une image. Quel est le manager à distance qui vous représente le mieux? Vous avez 10 images, les numéros sont en haut à droite de chaque image. Voilà, pour savoir quel type de manager à distance êtes-vous, dans lequel vous vous retrouvez le mieux. Voilà. Vous avez différentes images. Alors, je vois Arnaud, il nous parle du 9, le Shiva du manager. Ok. Est-ce que vous voulez commenter, Arnaud, puisque vous avez commencé voilà, pour dire pourquoi ce choix d'image. Donc, je vois aussi, il commentait plusieurs fois. Il y a Frédéric qui nous met le troisième avec le manager qui tire le dessin en haut à droite. Il y a le 7 aussi, le manager devant avec l'équipe derrière qui court. D'accord. On a Sandrine qui a choisi le 8, le manager au milieu. Voilà. Est-ce que Sandrine, vous voulez nous partager pourquoi vous avez choisi ce manager? Allez-y, merci. Alors en fait, parce que bon, déjà les autres ne me parlaient pas. Ce qui m'embêtait, c'était que cette personne soit debout, que la femme soit debout. Je suis plutôt moi, en position assise, mais c'est parce que c'est plutôt en cercle que j'anime en fait, même si c'est à distance, pour que chacun prenne sa place et son temps. Donc voilà, je suis quand même debout puisque j'anime, mais je laisse de la place aux autres. Voilà pourquoi le 8. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait commenter son choix de manager? Ça peut être la même image. Hein. Oui. Oui, Tania, je vous permets. Allez-y. En fait, j'avais pas la même lecture que vous de la photo. Ah, c'est intéressant. Vous avez dit il y a quelqu'un qui court devant et moi c'était pas ça. Moi c'était on avance tous ensemble. Donc c'était complètement différent de votre perception. C'est pas l'équipe qui suit, c'est en gros on est au milieu de l'équipe et il y a personne debout, personne assis. Il y a presque plus du coachisme, enfin côté coach, manager coach que ou leader, mais dans le sens on progresse ensemble. Ok, super. Merci Tania. Je vois que c'est Catherine qui a levé la main, je crois. Allez-y Catherine. Votre choix de personne. Oui. C'est bon, on vous entend. Cette photo m'évoque un orchestre. Et en fait, je me sens comme un chef d'orchestre. Chacun connaît sa partition. Et en fait, il faut coordonner l'ensemble des professionnels avec qui je travaille. Et du coup, cette image correspond à ça. Ok, cette notion de chef d'orchestre, en plus à distance. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait un dernier, quelqu'un qui voulait aussi commenter son image et son choix de manager à distance, là, au travers de l'image? Oui, Arnaud. Allez-y, Arnaud. J'ai raté votre sollicitation tout à l'heure, excusez-moi. Je vous en prie, c'est pas que je fais un dernier tour. Moi, j'ai choisi cette image-là parce qu'en fait, en situation à distance, je suis confronté à plusieurs difficultés. La première, c'est que j'ai plusieurs équipes différentes. Ensuite, j'ai plusieurs supports numériques différents à ma disposition. Et en plus, en tant qu'RH, je suis amené à être encore plus en accompagnement des autres managers qui sont eux-mêmes dans la même situation. Donc, du coup, ça tourne effectivement
à l'exercice de style et au Shiva. Ok, super. Merci beaucoup pour ce commentaire et ce choix. Effectivement, vous voyez qu'il y a une dimension accompagnement là qui est encore plus importante. Elle est importante tout le temps pour le manager, mais encore plus à distance. Je rappelle hein, que c'est comme un effet loupe finalement, le management à distance. Hein. C'est comme si tout était démultiplié, dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Hein. Voilà, et c'est vrai que ça ressort et le besoin d'accompagnement est très marqué. Alors, merci beaucoup pour cette introduction et ce premier temps d'interaction. Donc, je vais basculer, on va basculer sur Klaxoon. Je vais proposer, c'est Benjamin qui va partager son écran. Je vais arrêter mon partage d'écran. Et donc, si vous n'avez pas pu vous connecter, c'est pas un souci. Je vous proposerai de remplir et de répondre à la question quels sont les enjeux du management à distance, c'est-à-dire quelles sont les opportunités et risques. Et donc, voilà, on va afficher Klaxoon. Merci, il est affiché. Donc, de noter ce qui pour vous est un enjeu, une opportunité ou un risque lié au management à distance. Alors, il y a des premiers échanges qui apparaissent là. Ah, la partage est enlevé quand il y a quelqu'un qui arrive. Bon. Alors, on va repartager l'écran. Tu les commentes? Voilà, c'est bon. Je propose à Benjamin de les commenter, je lui passe la main. Vas-y. Parce que je ne les vois pas. Il y a des problèmes de son. Je vois des messages avec pas de son. C'est parce que ton micro a été coupé, Tony. Non, c'est bien que c'est coupé. Ah. J'ai un problème sur mon Teams. Là, vous m'entendez? Oui. Ah ouais, c'est bon. Pardon. Donc, depuis longtemps, vous ne m'entendez pas, alors parce que mon micro s'était reverrouillé. Donc, je disais... Donc, je vais refaire mon pitch. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a perdu le contact. M'avez-vous déjà seulement entendu une fois? Ah oui, non. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu peux, reprendre? Donc, Oui. je disais, pardon, que sur ce Klaxoon, on vous demande en gros de lister un peu les enjeux et risques de ce qui apparaît comme pour vous être un enjeu ou des risques du management à distance. Si vous pouvez on va dire que sur la partie droite, on va être sur les risques et la partie gauche, on va se dire les enjeux. Je demandais, donc je comprends maintenant pourquoi aussi ça continuait à apparaître. Publier plutôt des post-it que des traitements de texte, c'est plus facile à déplacer et ça ne se met pas à l'arrière-plan. Avec la petite puce qui est en bas, le petit plus fait apparaître un post-it et vous écrivez sur le post-it pour faire apparaître votre idée. Donc je disais réactivité, autonomie,
sont des enjeux. Le gain de temps apparaîtrait comme un enjeu. L'adaptabilité, l'autonomie, hop, on l'a en double. Je disais à la personne qui avait écrit connexion haut là sur la gauche. C'était un post-it qui était arrivé avant même qu'on commence l'activité, parce que certains avaient lancé les hostilités avant même qu'on arrive sur le tableau. Qu'est-ce qui est derrière ça? Parce que j'ai l'impression que c'est pas terminé. Contrôle vs confiance serait donc, c'est quoi? Un enjeu, un risque? Moi, je le rangerais dans risque, mais je vous laisse le reclasser. Gestion de la caméra, risque. Mise en mouvement plus difficile. Attention plus importante. Attention plus importante, quelqu'un peut juste nous préciser? En fait, attention plus importante, c'est que ça demande en fait une attention plus importante, puisqu'on n'a qu'une partie en fait des personnes, et que y a quand même la distance, on ne voit pas les signaux faibles par exemple. D'accord. Ok. L'aménagement du temps de travail, ça apparaît comme un risque ou serait plutôt peut-être dans l'enjeu? C'est un enjeu pour l'organisation, cet aménagement? Un enjeu. Ok. Hop. Implication de l'équipe, alors ça a été rebasculé côté risque, donc c'est plutôt vu donc comme un risque, le manque d'implication de l'équipe, le risque d'isolement, le fait que, ça c'est intéressant aussi, que certaines personnes parfois n'osent pas prendre la parole, enfin n'osent pas, ou en tout cas c'est peut-être plus confort de ne pas prendre la parole quand on est plusieurs en visioconférence ou quand on est en réunion. Moment de convivialité réduit, on est d'accord. La perte de la cohésion qui revient 3 fois, donc c'est quelque chose d'important. On a un post-it qui nous est arrivé là, hop, a permis de développer l'état d'esprit du télétravail. Donc en effet, ça a permis on en reparlera plus tard, d'amorcer une bascule dans les mentalités, dans les comportements, dans les habitudes, et donc de basculer un peu plus dans cet état d'esprit télétravail. Liberté, quelqu'un peut préciser, la personne qui a mis liberté? Liberté dans risque? Non? Ok. Ou alors peut-être que quelqu'un essaie de parler mais n'a pas le micro ouvert. On a donc, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a un enjeu d'innovation, enjeu d'agilité. Ok. Je laisse reprendre la main. Je vais laisser Tony reprendre la main. Merci pour ces enjeux là, qui apparaissent. Alors, je vais repartager l'écran. Donc, on voit que le management à distance, c'est à la fois des opportunités, voilà, pour une plus grande autonomie, repenser un petit peu l'adaptation aussi et des modèles de travail différentes. En attendant, je repartage mon écran. Et à la fois aussi des risques. Le risque principal que vous identifiez effectivement, c'est la perte de cohésion, la perte de lien. C'est l'isolement derrière qui guette un petit peu les équipes qui sont à distance, et qu'elles soient sur des sites différents ou en télétravail d'ailleurs. Voilà, donc ça, on se retrouve bien. Je vous montre merci en tout cas pour. Vous avez bien identifié, on se rejoint bien sur les risques. Voilà, donc je les résumerai de cette manière-là. Manager à distance, c'est l'opportunité de faire grandir le manager et son équipe. Comment, vous l'avez dit, avec plus d'autonomie, de responsabilisation. C'est aussi l'occasion de développer de nouvelles compétences. C'est un enjeu très fort qui permet aussi de maintenir le lien, se développer ou développer les compétences de son équipe, c'est important. Et c'est une opportunité qui est liée au management à distance. La communication, nécessité de soigner encore plus sa communication. Le à distance nous oblige à être encore plus performant sur sa communication. Je crois que c'est Sandrine qui le disait tout à l'heure, elle parle de signaux faibles, savoir capter des signaux faibles, qu'on arrive à capter. Je rappelle, dans la communication sur le non-verbal, on a plein d'infos, là on est à distance, donc on perd plein d'informations.
La nécessité aussi de bien suivre et d'être plus rigoureux, notamment sur les questions de reporting. Alors, reporting sur des objectifs, on entend. Et puis arriver, quand on peut le faire, il y a quand même, quand on est sur multisite, arriver à optimiser la qualité de présence terrain. Et essayer de trouver, quand on est au contact des équipes, avoir une présence de meilleure qualité, voilà, plus productive, parce qu'on a quand même la chance, et je pense que c'est le cas, vous voyez de temps en temps les équipes, mais elles sont plutôt rares. Voilà. Donc on vous a mis une petite étude qu'on a trouvée très intéressante, notamment ce qui ressort, c'est une étude qui a été faite par Good Habits, qui travaille et qui avait fait les enjeux notamment des employés en télétravail. Et il y a des enjeux je vous parlais de développement de compétences. Effectivement, la capacité à collaborer à distance est quelque chose de très très important pour les équipes qui sont éloignées. Donc c'est une capacité à développer, on parle bien de compétences. La capacité, bon, c'est encore notre sujet, mais la compétence à manager à distance, c'est une compétence qui s'acquiert et qui se développe aussi. Et le troisième enjeu qui ressort ici, c'est arriver à maîtriser les outils qui permettent de travailler à distance. Ça, c'est un enjeu très fort qui est accéléré par le management à distance. Là, on a 3 enjeux très forts. Et l'autre enjeu qui touche au bien-être, notamment des collaborateurs, c'est effectivement éviter que les collaborateurs se sentent isolés. L'autonomie, je rappelle, c'est différent de autarcie. Il faut éviter qu'effectivement il y ait ce sentiment d'isolement parce qu'il peut être très vite entretenu par le manque de contact. Et donc ça, c'est le rôle du manager d'arriver à créer des conditions pour éviter ce sentiment d'isolement. Arriver à concilier, le deuxième à 52%, il ressort les personnes qui arrivent à concilier temps personnel et temps professionnel. Et ça, c'est difficile parce que la frontière est moins claire à distance, surtout quand on est en télétravail d'ailleurs. Et puis arriver à évoquer les difficultés liées aux conditions de travail. Je rappelle qu'on n'a pas une culture en France où on expose les problèmes qu'on a, c'est pas culturel. Voilà, dans d'autres pays, ça l'est plus. Voilà, on est plus ouvert à exposer ces difficultés pour trouver des solutions. Voilà, donc ça c'était une petite étude qu'on avait trouvée intéressante qu'on voulait vous proposer. Donc, et je me rends compte qu'il me manque, j'ai pas la bonne présentation. Je voulais donner la parole à Frédéric maintenant pour Nesta de Mondorama pour nous faire un petit témoignage sur son management à distance là en quelques minutes. Frédéric, si je vous propose de prendre la parole. Comme ça te laisse le temps de retrouver la bonne présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, Mondorama, sa particularité, c'est qu'on est dans le tourisme. Donc, on est une agence de voyage. Et comment vous dire qu'on a été les premiers tout de suite impactés dès le 16 mars l'année dernière, même avant, et suivi de ce confinement. Alors, ce qui a été très difficile, c'est pour ça que je t'ai mis 3 dans ton premier slide, pardon. Parce que le premier confinement, ça a été un peu ça. C'est-à-dire que j'ai 11 collaboratrices avec moi. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés chacun chez soi, en ayant à gérer quand même toujours notre quotidien qui était les départs prévus qu'on devait reporter, donc pouvoir avoir les prestataires d'un côté, les clients de l'autre. Donc tout en étant à domicile, donc pour certaines qui ont des enfants, donc les écoles étaient fermées à l'époque, donc il fallait gérer la partie maman, une partie du temps, la partie travail de l'autre côté. À côté, j'ai des jeunes femmes qui ont un tout petit appartement, donc qui se sont retrouvées confinées dans des 30 mètres carrés. Donc c'est vrai que le premier confinement de l'année dernière, ça a été un peu compliqué pour qu'on arrive à trouver une organisation qui arrive à peu près à correspondre à tout le monde, même si, c'est ce que je te disais ce matin, Tony, c'est contraint le télétravail. Aujourd'hui, c'est pas un choix, c'est pas une volonté de l'entreprise, c'est pas une volonté des entreprises de démocratiser le télétravail. Donc, on le voit bien, puisque dès qu'elles peuvent revenir au bureau, elles ont quand même plutôt tendance à vouloir revenir au bureau parce qu'on crée un lien social. C'est pour ça que dans le tableau blanc
pour moi, le premier risque que j'ai identifié tout de suite, ça a été la perte de cohésion. C'est-à-dire qu'on fait un métier qui demande beaucoup d'énergie, de temps, d'implication au quotidien, que ce soit pour nos clients, que ce soit vis-à-vis des prestataires. Et le fait de devoir faire cette même partie de travail en étant à la maison, sans le soutien de sa collègue, si on se retrouve face à un problème à gérer, ou de son patron, en l'occurrence moi, s'il y a un problème avec un client ou un prestataire, c'est vrai que le premier confinement, de trouver la bonne organisation et de trouver le bon équilibre entre je sais être efficient, je sais moi être à l'écoute, je sais apporter des solutions et on sait communiquer, parce que la plus grosse difficulté au début, ça a été de communiquer et de trouver le moyen de communiquer ensemble. Donc, après, on a mis en place une réunion hebdomadaire Zoom. Désolé, c'était pas Teams. Et ça s'est bien passé. Et au fur et à mesure, que le temps passait, on a, suivant les sujets qu'on était en train de préparer pour préparer la reprise qu'on espérait au mois de juillet et qui n'a pas encore eu lieu, on a fait des réunions hebdomadaires avec les filles qui étaient concernées par rapport au sujet. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un mois et demi, ouais, je pense que c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu, un mois et demi, on a retrouvé à travers nos écrans à peu près le même mode de fonctionnement que lorsqu'elles sont au bureau. Même si, comme je te disais, aujourd'hui, même si notre cher ministre nous préconise 4 jours de télétravail, elles préfèrent quand même venir au bureau dès qu'elles le peuvent, même si peut-être ce soir, elles vont devoir rester à nouveau à la maison. Mais ça a été un vrai exercice où il a fallu qu'on trouve chacun et chacune notre mode de fonctionnement. J'en ai perdu, hein. Il y en a une au premier confinement, ça a été fatal. Elle n'est pas revenue, déconfinée, et elle a voulu changer de métier. Là, je suis en train de perdre mon assistante, je le sens, même si elle me dit que non, parce que ça commence à durer. Ça fait bientôt maintenant un peu plus d'1 an, donc voilà, c'est très difficile. C'est quand même un exercice qui est quand même pas commun et qui est pas facile à mener. Et donc, dans ce que tu dis, Frédéric, hein, donc il y a l'aspect, donc premier aspect déjà, il y a un aspect de réorganisation, donc ça oblige à se réorganiser. Ah ben totalement. Il y a un enjeu de maintenir l'appartenance, le lien. Tu le soulignes très bien, hein, en disant j'ai perdu une collaboratrice qui n'est pas revenue. Il y a des choix de vie, hein. Il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'on vit aujourd'hui, hein, clairement, dans la situation actuelle. Ok. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que tu dirais dans le rôle finalement aujourd'hui de ce que tu as appris avec maintenant 1 an de recul, ces différentes phases, hein, que tu cites, qu'est-ce que voilà, sur le rôle du manager, qu'est-ce que tu en retiens finalement? Parce que tu me parlais ce matin, quand on en a échangé, d'avenir. J'ai envie de dire ce qui est peut-être encore compliqué actuellement, c'est que comme on est dans un métier qui n'a pas évolué depuis maintenant le 16 mars l'année dernière, on est sans activité, il y a quand même une certaine lassitude qui est en train de s'installer. C'est pour ça que je suis assez content qu'elle revienne au bureau, parce que du coup, on reste en contact, on reste actif. Et si demain on est reconfiné, ce qui risque d'être le cas, j'ai peur que la vague dévastatrice du reconfinement, où on va se retrouver seul face à soi-même pendant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, puisse avoir encore des conséquences qui soient négatives. Pour moi, le risque d'un 3e confinement, puisque ça va être le cas, ça sera le cas, ça serait de perdre encore cette motivation par ce fatalisme de dire mais là c'est bon, on va jamais s'en sortir. Alors certainement parce que aussi on a un problème de communication dans ce pays. Moi j'étais au Portugal il y a 1 mois et demi, le jour où le Portugal confinait, que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République, je peux vous dire que leur discours était très clair, très précis. Vous n'aviez aucun Portugais qui a remis en cause ce que le gouvernement disait ou même doutait. Et là, ils en sont sortis il y a 1 semaine. Voilà. Le fait d'être promené entre des décisions à moitié prises ou en train de prendre
ça a aussi un impact, parce que là, on parle que de l'entreprise, mais nous, on gère notre quotidien et on ne gère pas tous les éléments qui sont autour de l'entreprise et qui peuvent aussi avoir un effet négatif ou néfaste sur l'état d'esprit de nos collaborateurs. Parce que malheureusement, ça existe, ça aussi. Il y a quand même assez de médias qui disent tout et son contraire, ou assez de modifications, puisque c'est ce que je te disais ce matin, il y a 4 semaines, je crois, ou 5 semaines, Macron laissait sous-entendre qu'il y aurait une libération, entre guillemets, de nos libertés aux alentours du 15 avril. Et a priori, ce soir, il va annoncer autre chose. Donc, c'est pas en avant, plus c'est pas en arrière, aussi, sont pas faciles à gérer. Ok. Et ça, si tu dois le faire à distance, c'est encore plus compliqué à travers un écran. Tout à fait, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Frédéric pour ton témoignage. Hein. Ça, voilà, c'est important d'identifier aussi ce qui est vécu. Voilà, et puis on voulait aussi donner voilà, expliquer les difficultés auxquelles on est tous confrontés. Et je pense que là, tu finis sur un dernier point qui est très très important aussi, qui est de dire l'information, le contexte dans lequel évoluent les équipes est difficile. L'information, elle est multiple, elle est anxiogène. Et c'est vrai que la crise qui dure dans le temps rend encore plus difficile ce rôle de manager où il faut arriver à trouver des éléments de positivité et arriver à se projeter. Parce que je crois que c'est une des difficultés, on sait que dans l'engagement ça joue énormément, ça arrive à donner la perspective et on voit d'ailleurs les communications ayant évolué les dernières semaines, même si on n'est pas à ce qui est attendu, c'est-à-dire on nous a dit en avril ça devrait aller mieux. Bon, là on est en avril demain. Voilà, et effectivement, la perspective, on ne voit pas le bout, mais néanmoins, voilà, c'est un point qu'il faut entretenir en tant que manager pour effectivement soi-même garder et essayer de construire sur le positif, sachant que c'est pas facile à faire. Voilà. Mais là, on parle plus de résilience, mais ça, ce sera un autre thème qu'on traitera dans un prochain club management. Merci beaucoup. On va compléter avec Benjamin sur voilà. Moi, je voulais vous parler sur comment adapter son management et j'ai pas pu m'empêcher de ressortir, vous la connaissez peut-être, la théorie de McGregor des X et des Y qui oppose 2 styles de management. Alors là, c'est vraiment pour prendre un socle qui me semble fondamental. On a une culture, je rappelle la théorie des X de McGregor, il nous explique que il part du postulat que l'être humain n'aime pas travailler et qu'il fait tout pour éviter des efforts. Donc ça, c'est un postulat. Et donc il fuit naturellement les responsabilités et il préfère être dirigé. Donc ça, c'est un postulat. Donc ça implique que le style de management doit être autoritaire. On fixe les objectifs, on fixe les moyens d'y arriver, on contraint, on menace, on sanctionne, on récompense. Voilà, le cadre des demandes. Donc on est dans le command and control. Ce qui est quand même aujourd'hui la majorité de modes managériels dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elles soient petites ou grandes. On voit quand même aujourd'hui en retour d'expérience que c'est le mode managérial le plus répandu. Et à l'inverse, donc on voit ce mode-là, clairement, il n'est pas adapté pour le management à distance. Il ne fonctionne pas parce qu'il ne favorise pas la confiance et l'entretien du lien qui est fondamental et à distance d'autant plus. Dans la théorie des Y, donc il pose un autre postulat qui est de dire que le collaborateur, l'humain, aime le travail, il a le sens des responsabilités et il est prêt à s'engager, à prendre des initiatives, à se responsabiliser. Voilà. Et donc ça fait plutôt appel, et c'est beaucoup plus adapté sur le management à distance, à un management plus participatif et plus délégatif. C'est-à-dire qu'ici, le collaborateur, les membres de l'équipe sont responsabilisés, ils prennent des initiatives, ils sont encouragés par le manager. Tout à l'heure, vous avez cité, alors j'ai oublié le prénom, je suis désolé, mais vous êtes nombreux, la question de l'accompagnement et du manager coach, qui sera effectivement plus dans ce style participatif et délégatif. Voilà, donc ça c'est adapté parce que derrière ça va nourrir le lien et ça va nourrir la confiance. La confiance, elle est au centre du management à distance et un des enjeux, même dans des situations difficiles et de crise qu'on traverse, c'est arriver à nourrir ce lien et à nourrir cette confiance. Alors un autre moyen, on prend un autre modèle, mais je vais passer la parole à Benjamin. Comment développer la confiance et l'autonomie? Ça c'est une autre question auquel on va répondre. Je passe la parole.
Donc, développer l'autonomie. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, je pense, sur la situation qu'on traverse, alors on y est depuis 1 an, mais c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle le cycle d'apprentissage. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est nouveau. Il y avait évidemment des entreprises qui fonctionnaient déjà sur des modes à distance. Il y en avait, le télétravail commençait à se faire sa place. Là, on a tous basculé d'un coup, et puis on va sûrement y revenir. Mais donc, pour des personnes, c'est difficile et c'est un apprentissage. Et donc, là, on vous a remis sous les yeux un peu alors, c'est pas le cycle d'apprentissage, et encore que si, oui. On pourrait parler de la très faible maturité sur le sujet. Si je devais faire un parallèle, c'est par exemple quand j'ai passé mon permis. Je vous prends l'exemple du permis. Voilà, je suis en très faible maturité quand j'ai 14 ans et que je dis à mon père que je veux conduire sa voiture. Là, il rigole, il me dit oui, bien sûr, donne-moi, je te donne mes clés, vas-y, va conduire, j'ouvre la porte, ça, jusque-là, c'est très facile, je mets les mains sur le volant, jusque-là, c'est nickel. Par contre, quand il faut gérer embrayage, débrayage, là, je commence à me rendre compte que bon, ben, j'ai pas le niveau. Donc, je vais essayer, dépenser une énergie, une grande énergie pour passer mon permis et rentrer un petit peu dans, on va dire, dans la phase d'adolescence, l'interdépendance, où je vais aller confronter ma façon de faire à celle pour reprendre l'exemple donc sur mon père qui lui conduit. Ah, toi tu fais comme ça, moi on m'a appris comme ça. Donc là, je suis dans la contre-dépendance. J'ai encore une faible maturité sur le sujet, mais je commence à connaître. Ensuite, je vais passer dans l'interdépendance où j'ai une maturité moyenne sur le sujet. Et donc là, je prends le volant pour la première fois tout seul. Donc je ne sais pas si vous rappelez quand vous avez pris le volant pour la première fois tout seul. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Bon, déjà, pour la petite histoire, j'ai pris la première fois le volant dans la voiture de mon père et j'ai rayé toute la portière. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Mais il me faisait confiance et j'avais le droit à l'erreur. C'était génial. Et donc, par contre, je regardais dans tous les rétroviseurs. Je m'assurais d'avoir les bonnes pratiques, le clignotant quand il fallait, les angles morts, tout ça. Donc, je faisais très, très attention à ça. Donc, j'étais dans cette phase de maturité moyenne où je faisais attention de manière consciente à tout ce que je faisais. Et puis aujourd'hui, je suis dans la forte maturité, l'indépendance, et je fais des choses de manière assez automatique. Et donc, j'arrive à conduire en écoutant la musique et en répondant avec le Bluetooth au téléphone. Donc, c'est dans ce cycle-là qu'on est. Aujourd'hui, peut-être que certains sont en faible maturité, quand d'autres sont en forte maturité. Et donc, le rôle du manager, ça va être de pouvoir accompagner ses équipes, alors du manager et de l'organisation aussi, on est d'accord, mais le manager roule quand même, j'ai toujours la voiture en tête, joue un rôle, pardon, important là-dedans. Et donc, de devoir accompagner cette équipe dans ce cycle d'apprentissage, sachant que lui-même est dans un nouveau cycle d'apprentissage, c'est-à-dire que pour certains, c'est nouveau aussi de manager des équipes à distance. Tu peux passer sur le slide suivant, Tony. Arnaud qui a fait une remarque. Pardon. Alors Arnaud, la dimension plus impactante est que la situation est subie et vécue dans un contexte d'insécurité générale. L'apprentissage dans ces conditions est d'autant plus délicat, long, risqué. Oui, alors il y a deux façons de voir. Oui, en effet, ça peut être délicat, long, risqué, mais aussi le fait d'être directement plongé dans le grand bain, on va dire, peut faire qu'on apprend les choses déjà en expérimentant, en tâtonnant, et du coup que ça aille un peu plus vite aussi pour maîtriser un usage. Donc il y a les deux choses, hein. Il y a des gens qui vont avoir peur justement de se tromper, d'expérimenter et d'être d'être confrontés à une erreur qu'ils auraient fait dans ce nouveau mode de fonctionnement. Et à contrario, d'autres personnes vont dire ah ben là de toute façon je suis dedans, il n'y a pas d'autre manière de faire, donc j'essaye, je fais, et puis finalement retour sur expérience, je me rends compte que c'est mieux de le faire de telle manière, hop, et on apprend comme ça un peu test and learn en avançant sur de nouvelles pratiques. Donc ça peut aussi aller plus vite sur l'expérience. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas simplement le fait de mettre des nouveaux process, basculer sur des nouveaux logiciels, mettre des nouveaux rituels en place, poser de nouveaux objectifs ou encore d'autres choses. On n'est pas que sur ça. On est aussi sur ce qu'on va appeler, enfin, sur des choses où il va falloir dépasser les croyances individuelles et de l'entreprise, dépasser les peurs individuelles, adopter de nouveaux comportements, changer les habitudes, modifier en fait la culture de l'entreprise.
de l'entreprise, mais aussi la culture du travail, en fait, l'approche du travail qu'on a dans notre société. Et donc, à gauche, on a plutôt quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle donc, le changement à ces processus, c'est-à-dire partir d'un état A connu à un état B connu, c'est-à-dire je sais là où je veux aller, je sais vers où je veux me projeter, et on est plutôt dans une phase de transformation où on est dans une modification culturelle, ce qui fait que c'est parfois un peu plus douloureux, un peu plus long, et où les bonnes pratiques ont du mal à se mettre en place de manière pérenne. Donc, ce qu'on veut faire passer donc, comme message, si tu peux passer sur la suivante, voilà, c'est que cette phase de changement, de toute manière, comme on est dans une phase qui dure, on est dans une phase qui dure, mais on est aussi on est à peu près certain que de toute manière, ça va laisser des traces dans les modes de fonctionnement de chacune des entreprises, mais aussi dans les besoins ou ce à quoi aspirent les aspirations des collaborateurs. Pour certains, ils ont vraiment envie de revenir sur le lieu de travail, comme disait Frédéric tout à l'heure, et pour d'autres, ils ont aussi envie de revenir parce que le lien c'est important, mais ayant expérimenté certaines choses à distance, ils ont conscience que aujourd'hui le travail peut se vivre différemment. Donc l'enjeu, c'est de prendre ce changement comme une chance, donc comme une opportunité, comme disait tout à l'heure Tony en début de webinaire. Et pour ça, la posture du management est importante. Donc je voudrais distinguer ici ce qui est de l'ordre du management. Le management, c'est la gestion, les processus, les coûts, les délais. C'est organiser le travail de manière très opérationnelle. Je voudrais différencier donc ce management du leadership, qui est donc la posture qui va rendre ce changement possible, rendre cette transformation possible, parce qu'il vous faudra donc, en tant que manager, inspirer, fédérer, poser en fait un cap, poser une vision. Certains l'ont dit dans les post-it klaxoon, c'est selon nous l'ingrédient, ce leadership-là devient vraiment, même si on sait très bien qu'il est important depuis le début, mais dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où il faut mener à la fois ce changement d'outils, changement de processus, mais aussi ce changement culturel, le leadership, plus que jamais, a une place centrale. Donc, on va comparer un peu le manager à un pilote d'avion. Donc, c'est le pilote de l'équipe. Et en tant que pilote de l'équipe, en fait, c'est comme si vous arrivez sur un vol Air France, et puis d'un coup, il y a des turbulences, ça bouge énormément. Et puis là, le pilote prend la parole et dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant en tant que voyageur, mais aussi l'équipage n'est pas rassuré à ce moment-là. Donc le rôle du leader, le rôle de ce manager leader, en fait, c'est en passant d'une posture à l'autre, de pouvoir rassurer son équipage, rassurer les passagers qui pourraient être les clients, qui pourraient être les partenaires, réaffirmer le cap, sachant en affirmant qu'on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, et comment on doit pouvoir le faire, même si des réajustements sont possibles et sont nécessaires au fur et à mesure qu'on avance, parce que rappelons-nous, on est dans une phase d'incertitude, et il faudra de toute manière toujours réadapter la stratégie en temps réel. Il identifie les pistes d'action, il sollicite son équipage pour prendre les meilleures décisions. Dans la situation dans laquelle on est, tout à l'heure Tony disait que l'information est multicanaux, nous vient de plusieurs endroits. Il faut pouvoir aller prendre de l'information de son équipe, des environnements externes pour prendre les meilleures décisions. Et donc il a conscience qu'en effet il a les manettes, en effet il va prendre la décision, mais que c'est une dynamique d'équipe et donc où l'intelligence collective donc doit jouer son rôle. Une remarque, donc on a la pratique est le meilleur apprentissage. Oui, alors ça faisait écho à ce que je disais un peu plus haut. Oui, bien sûr, la pratique est le meilleur apprentissage. Je crois que c'était Einstein qui disait il disait un truc comme le véritable apprentissage, c'est l'expérience, et après tout le reste, ce n'est que de l'information. Voilà. Voilà, donc là, il nous semblait important de replacer en fait au cœur de ce qui est en train de se passer dans les enjeux en fait du management à distance, que nous sommes en effet on va vous parler maintenant des 10 clés du management à distance. On est sur des bonnes pratiques à mettre en place de manière opérationnelle, mais ayez conscience qu'on est dans une phase de transformation, changement, qui est un peu plus vaste que la simple, entre guillemets, je mets simple entre guillemets parce que je sais que c'est loin d'être simple, la simple
le simple renouveau d'outils ou de nouveaux rituels. Ou voilà. Je repasse la parole à Tony pour vous parler donc des 10 clés du management à distance. Merci Benjamin. Oui, moi je rebondis juste sur un point de transformation, une étude que j'ai lue là encore récemment sur le télétravail. Il n'y aura pas de retour à zéro télétravail après la crise. Ça, c'est une certitude aujourd'hui de plein d'entreprises. Elles sont en train de s'organiser, elles réduisent leurs locaux, leurs bureaux. Il y a des réelles transformations qui sont en train de s'opérer. Et c'est pareil dans le rôle du manager. Il y a des modes de management aujourd'hui qui sont en train de se déployer, nouveaux, voilà, et qui sont liés à ce travail notamment à distance et liés à la crise. Donc, on va résumer ce qu'on vient de se dire. Voilà, si on retenait 10 clés, 10 bonnes pratiques sur le management à distance, voilà, ce serait arriver pour détecter les signaux faibles, être en écoute permanente, arriver à être en empathie. Ça, c'est clé, ça touche à cette notion d'être à l'écoute de l'autre pour comprendre ses besoins, capter les signaux faibles, vous l'avez cité avant. Voilà, cette capacité, c'est une capacité vraiment, c'est une soft skill, ça, l'empathie du manager vis-à-vis de ses équipes à distance. Donc, rester en contact permanent pour capter les signaux. Voilà, c'est essentiel. Ça, c'est une bonne pratique. Et tout ce que vous allez faire toutes les modalités que vous allez mettre en place pour essayer de capter un maximum des besoins. Ça, c'est important pour savoir ce qui se passe émotionnellement chez les autres. C'est vrai aussi pour les parties prenantes de l'organisation, je pense aux clients. C'est vrai aussi. Il y a un vrai développement de l'empathie, c'est une première bonne pratique. Pour faire de l'empathie, ce sera permis en développant ce qu'on appelle la culture du feedback. Je rappelle, le feedback, c'est toujours à la fois, ça doit être positif et négatif, on va dire, plutôt négatif, on va dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On n'a pas toujours cette culture du feedback, de faire des retours d'expérience, des retours d'informations sur ce qu'on teste. C'est ça, l'apprentissage, il est là. Il est par le feedback, le retour d'informations. Voilà, aller solliciter les avis par rapport à un mode de travail, par rapport à une réunion, par rapport à une difficulté. C'est une vraie culture. Et ça fait partie des bonnes pratiques du manager à distance. On ne cherche jamais assez de feedback. Voilà, ça va nourrir. Donc voilà, le feedback, je fais juste un petit focus parce que c'est tellement important. Voilà, c'est toujours avoir des informations sur le comportement, sur l'action qui est faite, sur comment on a travaillé. Voilà, faites des feedbacks, surtout quand on est en rupture de phase. Si là on rentre dans un confinement, faites le bilan de ce que vous avez fait avant pour préparer le suivant. Ça, c'est aussi une manière de faire du feedback. C'est j'ai testé quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu as fait de nouveau, fais-moi un retour. Que ça ait bien marché ou pas. Voilà, si on réfléchit à deux, on pourra trouver des solutions. Voilà, donc la culture du feedback, deuxième bonne pratique. Troisième bonne pratique, on l'a dit avant, aussi, si on veut impliquer, il faut responsabiliser, clarifier les responsabilités. Qui fait quoi ? Benjamin l'a cité dans la maturité, l'interdépendance. Voilà, on est interdépendant. Il faut arrêter d'isoler, d'opposer, de rentrer dans les dualités qui sont permanentes. On a décidé que, là où ils ont décidé. Non, on est tous interreliés, on est tous interdépendants. On voit bien que les difficultés, que la crise aussi perdure, je le prends au niveau international, par le manque de coopération des pays au niveau. Prenons l'exemple de l'Europe. On n'arrive pas à s'harmoniser sur une politique pour répondre au Covid. Chacun joue sa propre partition, ce qui fait qu'on perdure encore plus longtemps dans la crise. C'est bien des comportements inadaptés. Voilà. Ça veut dire aussi responsabiliser, c'est détecter aussi des potentiels et des choses qui vont motiver. C'est arriver à donner des nouveaux sujets, déléguer des nouveaux sujets. Voilà. Et c'est aussi, bien sûr, harmoniser les méthodes de travail, voilà, plus collaboratives. Ça, c'est une troisième bonne pratique. Donc, essayer de reclarifier des responsabilités et éventuellement donner des nouvelles. La communication, toujours communiquer, toujours mieux communiquer pour donner la bonne information, couper court aux rumeurs. Je rappelle, c'est parce qu'il n'y a souvent pas la bonne information que la rumeur prend sa place. Donc, il faut occuper le terrain, il faut donner l'information, il faut chercher les sources d'information. Même les journalistes, dont c'est leur métier, moi, je suis toujours étonné quand ils ne vont pas vérifier leurs sources d'information, alors que c'est leur métier. Et ils vont colporter quelquefois une mauvaise information. On le vit tous les jours dans les médias. Donc, moi, je suis très, très vigilant à l'information. Et c'est encore plus vrai dans une organisation.
Voilà, donc essayer de toujours travailler sur... alors, les outils permettent de faciliter, normalement, les outils sont là pour faciliter la communication. Ça ne doit pas être une contrainte, à condition de la maîtriser, il y a un minimum. Donc, quatrième bonne pratique. La cinquième bonne pratique, c'est essayer toujours de travailler son organisation, voilà, d'essayer de toujours recalibrer son organisation. Une équipe, je prends un écosystème, ça fonctionne comme un écosystème vivant. Elle est toujours en train de se recomposer. Frédéric nous le citait avant. Malheureusement, il a perdu une personne lors du premier confinement. J'espère qu'il n'en perdra pas une autre. Mais on voit bien que le départ ou l'arrivée d'une personne va faire que ça se recompose dans l'organisation d'une équipe. Voilà, ou une situation particulière, individuelle, difficile ou pas, fait qu'en permanence, vous êtes en train de vous réorganiser. Et c'est le rôle du manager à essayer de trouver et d'instaurer des nouvelles organisations, des nouveaux rituels. Et là, il faut tester. La réunion à distance, l'apéro à distance, le café à distance, oui, c'est pas aussi convivial que le présentiel. Mais je rappelle qu'un des enjeux, on parle de présence terrain quand on est sur multisite, de nouveaux rituels de l'équipe, nouveaux temps de rencontre, même s'ils sont à distance. Voilà, essayez d'organiser votre disponibilité. Je finirai les 10 en vous proposant un exercice que vous pourrez faire avec vos équipes. Essayez vraiment de toujours essayer de recalibrer en permanence cette organisation, comme un écosystème qui entre. C'est ça ce qui va vous permettre d'être agile. Sixième bonne pratique, c'est essayer aussi toujours de s'assurer qu'on a bien défini les bons objectifs, le bon niveau d'objectifs. Est-ce qu'il ne faut pas se redéfinir des nouveaux objectifs ? Restons souples là-dessus, ne restons pas enfermés sur des objectifs irréalisables. On va ouvrir les restaurants en avril. Bon, là, on a entendu cet objectif-là du gouvernement il y a quelques semaines. Là, on ne l'entend plus. Bon, ils sont en train de revoir leur objectif. Voilà, on le souhaite tous qu'ils rouvrent. Pour eux d'abord, évidemment. Pour nous ensuite. Voilà, donc c'est effectivement, et ça veut dire que dans un management plus participatif, le manager qui est à distance, il est toujours en train de renégocier les objectifs. Et c'est normal. Et c'est ça qui va donner aussi l'adaptabilité. Prioriser, ça c'est aussi attendu, essayer de redonner les bonnes priorités nouvelles. Septième bonne pratique, essayer d'identifier et d'éliminer peut-être ce qui ne sert à rien dans l'activité. Je vois trop d'activités de reporting qui sont données aux managers qui sont inutiles. Quand je sais que, voilà, on voyait des études, alors je ne sais plus aujourd'hui dans la crise, mais avant Covid, il y avait quand même 30% du temps qui était passé par les managers à faire du reporting. Juste à recompiler des chiffres pour les faire monter dans les strates de l'organisation. Voilà. Donc, essayer d'identifier, de se reprioriser les bonnes actions à plus forte valeur ajoutée, c'est se re-questionner sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc ça, c'est voilà. Et ça peut se faire au quotidien en faisant ma to-do list. Ça peut se faire à la semaine avec l'équipe. Ça peut se faire au mois, au trimestre. Bon, à l'année, en ce moment, c'est compliqué. Donc, faisons déjà au mois, c'est déjà pas mal. Donc, on parlait avant de responsabiliser, donc déléguer aussi, huitième bonne pratique, essayer de déléguer, essayer de trouver des projets qui vont motiver, qui servent l'équipe. Voilà, on veut travailler sur des nouvelles façons de travailler à distance avec des nouveaux outils. Ça peut être un sujet à déléguer à un membre de l'équipe qui est plus à l'aise sur le sujet. Voilà, ça va permettre d'engager et de trouver de la nouveauté, de se réinventer. Bien sûr, l'enjeu, on l'a cité plusieurs fois, pour maintenir le lien, essayer toujours de mettre en place du collectif, de travailler pour collaborer radicalement ensemble, réellement, de manière impliquée. C'est ensemble, on est plus fort face à l'adversité. Ça a été toujours vrai dans l'histoire de l'humanité, face aux crises traversées. On en a traversé de nombreuses. Celle-ci, elle est terrible. Et les autres, on les avait lues dans les bouquins ou vues à la télé. Mais celle-là, on est dedans et on la vit au quotidien. Voilà, à entretenir toujours ce climat qui favorise l'implication et l'intelligence collective. Et enfin, le dernier, qui est la conséquence aussi de celui-ci, le manager à distance, c'est celui qui cultive en permanence ce sentiment d'appartenance. Donc, il crée des conditions, voilà, qui est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de dire, pour toujours entretenir un sentiment. On sait où on va, on sait pourquoi on y va, on sait à quoi ça sert, quelle est ma mission, à quoi je sers dans l'équipe. Voilà, toujours essayer effectivement de cultiver ce sentiment d'appartenance au quotidien, en individuel ou avec l'équipe. Voilà, 10 bonnes pratiques pour manager à distance. Et si vous voulez encore chercher des pistes de travail, pour finir et pour conclure, parce que il est 14h, je finis là-dessus, pour vous libérer, parce que vous étiez à l'heure, et je veux être à l'heure. Donc c'est un dernier conseil,
Faites un exercice avec votre équipe qui permet de nourrir la confiance, c'est poser la question, faire un travail de groupe où vous demandez à l'équipe de lister d'un côté qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui dans le management à distance et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et laissez-les phosphorer pour qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses pour ensuite qu'ils vous les livrent. Ça, c'est un vrai exercice de style très intéressant à faire, qui nourrit de la confiance, qui nourrit de la transparence et qui identifie clairement des leviers d'action. Et en plus, vous responsabilisez l'équipe quand vous faites ça, et après, ils vous livrent vos réflexions. Parce que si on ne le fait pas en équipe, c'est-à-dire ils vous font juste ce qui va et ce qui ne va pas, vous risquez d'avoir des listes à l'après-vert qui ne sont pas toujours constructives. Donc, c'est dresser la liste, et entre vous, trouver les solutions, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui est bien fait dans le management, hein, et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. C'est un vrai exercice de style, mais très intéressant à faire. Voilà, c'était le dernier conseil sur le management à distance. Voilà, je vais clôturer, Sylvie, Céline. Je vous remercie. Merci, avec Benjamin, on vous remercie beaucoup pour votre participation. En guise de clôture, donc, je vous demande juste de noter un mot, un terme sur votre ressenti de ce club management sur manager à distance dans le chat. Voilà, je vous invite pour clôturer et à se quitter, et puis à reprendre votre activité en vous souhaitant bon courage à tous pour les prochaines semaines. Gardons foi ensemble. Ce petit temps collectif, moi, il me ravit toujours, et merci d'être là. Il est important. Ça fait 1 an qu'on le fait, et on préfère en présentiel, mais je suis content de le faire quand je peux le faire. Merci beaucoup, Tony, Benjamin et Frédéric, pour ce témoignage. Et puis, rendez-vous donc au prochain Club Management le 20 avril. Et puis, nous, Tony, on se revoit au mois de mai. Oui, plaisir. Voilà. Donc, pas de souci. Catherine, donc, bon au Club Management le mois prochain. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention et la qualité des échanges. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Merci à tous pour votre participation. À bientôt. Merci beaucoup. Je vois que voilà, tout le monde. Merci, au revoir, voilà. bon après-midi. Vous avez les félicitations à l'unanimité, donc tout le monde a apprécié. Je crois c'est bon moment. C'est un travail très intéressant, Merci. Intéressant et inspirant. Voilà, animation à distance fluide et agréable. Il faut dire que ils ont quand même l'habitude, Tony et Benjamin. Voilà, ils maîtrisent bien l'animation à distance, c'est vrai. Merci beaucoup pour vos retours. Puis on compte sur vous pour être présent au prochain Club Performance Commerciale, donc Commercial Management. Donc Catherine est avec nous aujourd'hui sur la thématique Prendre le temps en pleine conscience, nouvelle stratégie de gestion du temps. Donc on vous donne rendez-vous le 20 avril prochain. Très bien. Merci, voilà, bon après-midi. Au revoir à tout le monde. Au revoir.